Bonsoir à toutes et tous. Vous avez choisi Téléclub pour revoir les faits marquants de cette reprise du football suisse et vous avez bien fait. Soyez les bienvenus dans cette heure de jeu. Nous retiendrons de cette 19e journée de Super League le déplacement de 3 rencontres à cause des fortes précipitations de neige. Hier à Lugano et cet après-midi à Lucerne et à Saint-Gall, les parties n'ont pas pu avoir lieu. Seuls 2 matchs ont été maintenus sur les 5. Bienvenue en Suisse, début février. Pour autant, nous avons décidé de conserver cette heure de jeu pour résumer le IB Xamax d'hier et le Grasshopper Ball de ce dimanche. On découvrira aussi un reportage de circonstances consacré à la 9e édition du Ice Snow Football d'Arosa. Et puis, comme les championnats suisses, What de foot est de retour. Voilà pour le programme de cette émission que nous vivons aux côtés de notre consultant. Bonsoir, Johan Lanfa. Bonsoir, Elodie. Merci d'être avec nous pour la rédaction de Téléclub. C'est Jérôme Créta qui nous accompagne. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et le plaisir d'accueillir le capitaine de Young Boys, Steve Van Bergen. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Steve, ce début d'année 2019 est pas mal pour vous. Début de semaine, vous rafliez tous les prix consacrés à la Super League du côté de la SFL Award Night. Hier, une première victoire, la 17e de l'exercice. Vous êtes un capitaine comblé, on peut dire ça? Heureux, oui. On a repris l'année 2019 comme on l'avait terminé la 18 sur une victoire. C'était très très important pour nous. À part les prix, ça c'est plutôt des résultats d'équipe qui sont aussi mérités parce qu'on a fait une année 2018 assez extraordinaire du côté de Berne. On a vécu énormément d'émotions. Donc je crois qu'il y a eu 7 joueurs qui ont été récompensés, mais c'est vraiment une récompense pour le groupe également. Une belle image pour le club. Et ensuite, au niveau des résultats, on est très très heureux d'avoir pris hier soir ces 3 premiers points. Et on continue sur notre lancée et sur notre chemin qui doit nous amener à défendre notre titre cette année. Et nous, on est très très heureux de vous recevoir. On aura largement l'occasion de discuter ce soir, puisque, on l'a dit, seules 2 rencontres ont été disputées dans le week-end. Avant de vous consacrer cette large page d'interview, on va revenir d'abord sur cette rencontre d'hier. Jérôme Créta, vous l'avez suivi pour nous et on va la revivre ensemble. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, que IB a commencé cette année 2019 exactement comme il avait terminé 2018. D'ailleurs, c'était aussi face à Xamax, une dernière victoire au mois de décembre. Young Boys qui prend encore un peu plus le large en ce début d'année 2019 au classement. On le verra un peu plus tard. L'ouverture du score tombe à la 14e minute avec une réussite de Benito suite à un corner d'Ebicher et un relais avec Fasnart. C'est comme à l'entraînement. Benito seul au point de pénalty n'a plus qu'à transformer. C'est imparable. On se quitte à la mi-temps sur ce score de 1-0 et ça repart très fort en deuxième période. On joue depuis moins de 3 minutes lorsque Ngamale reprend victorieusement un centre de chic de la tête en prenant le dessus sur Gomez. Absolument rien à faire pour Walter. Johan, on se dit à ce moment-là que le match est plié. Oui, Neuchâtel qui, par manque d'intransigeance dans les zones de vérité, s'est fait piéger et est mené au score de longueur. Néanmoins, voilà, sur la dernière demi-heure, on peut avoir des motifs quand même d'espoir pour Neuchâtel, qui a peut-être plus réagi qu'agi, certes, mais cette équipe de Neuchâtel a su se montrer dangereuse par 2 ou 3 reprises et un manque de justesse offensive a empêché les Neuchâtelois de recoller au score ou en tout cas de réduire la marque. Justement, on va la voir, cette réaction neuchâteloise, dès la 63e minute. Centre de Fejloa et au deuxième poteau, le ballon arrive dans les pieds de Ramizi qui remet à Camber. Arrêt de Von Balmos et Nuzzolo qui reprend, mais ça passe à côté. 10 minutes plus tard, on retrouve les Rouges et Noirs avec ce bon ballon aux profondeurs de Pululu qui venait de rentrer, mais Nuzzolo se heurte au portier bernois. Et puis une minute plus tard, Camber sur le côté gauche trouve Corba libre de tout marquage, mais sa frappe passe de peu au-dessus des buts des Young Boys. Au final, victoire 2-0 méritée pour les Bernois, même si Steve, on a vu votre équipe baisser un petit peu en intensité durant la dernière demi-heure. C'est juste. Je crois qu'on a fait une grosse première mi-temps, surtout au niveau du jeu, où on a très très peu laissé Neuchâtel Xamax dans notre camp. On a quasiment fait
les 45 premières minutes chez eux. On ne s'est pas créé énormément d'occasions. On en a 2-3, notamment une tête de Waro, une frappe de Fastnart. On a 2-3 occasions. On menait 1-0 à la mi-temps. On savait qu'ils allaient devoir un petit peu sortir. On a la chance de mettre directement le deuxième goal à la 48e, je crois. Et ensuite, on a un petit peu géré. Le problème, quand tu essayes de gérer, tu recules un petit peu. Neuchâtel Xamax met tout ce qu'il leur reste un petit peu dans la course parce qu'ils n'ont plus rien à perdre à ce moment-là. Et on se relâche un petit peu parce que tu dis qu'il y a 2-0. Et ça, c'était une erreur. On l'a vu même 15 minutes. Et Neuchâtel se crée 2-3 occasions. Ils ont fait un double changement avec Pouloulou et Corba. Pouloulou leur a fait, ce changement leur a fait du bien parce que Pouloulou nous a posé quelques problèmes lors de son entrée. Ouais. Alors, Johan, c'est pas forcément à Berne que Neuchâtel va aller chercher le sauvetage, on est bien d'accord, mais quand même, ça se complique. Michel Descastel est toujours à la recherche d'un défenseur et surtout d'un système défensif qui était à 3 hier soir. Oui, mais néanmoins, vous l'avez dit, chez le leader qui score 3 buts en moyenne par match, si ce n'est plus, donc ce n'était pas forcément là qu'il fallait aller chercher les points. Il pouvait se rassurer. Je crois que le système défensif de Neuchâtel a donné aussi quand même certains motifs de satisfaction. Néanmoins, c'est clair que Michel Descastel appelle de ses voeux un défenseur d'expérience, de niveau un peu supérieur à ce qu'il a à disposition. Et ça, ce sera primordial pour Neuchâtel d'avoir une assise défensive un peu plus solide s'il veut espérer se sauver. Ouais, le président Christian Bingli qui nous disait hier que plusieurs pistes étaient chaudes, bouillantes. On devrait avoir des nouvelles dans le courant de cette semaine. Stephen Bergen, j'aimerais quand même vous entendre sur le retour de Neuchâtel Xamax en Super League. Vous, dont le cœur est à moitié noir et un quart jaune, un quart rouge, si on peut dire. Quel regard vous portez sur ce retour ? Moi, j'ai été très très heureux de voir que Neuchâtel revienne au plus haut niveau en Super League. Ils ont fait une année assez extraordinaire l'année passée, une montée vraiment méritée. Ils sont arrivés dans cette Super League, c'est un monde professionnel, un monde compliqué. Ils l'ont tout de suite vu. Malheureusement pour eux, ça a été un premier tour assez compliqué. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils se frottent à des équipes comme Bâle, Young Boys, même s'ils ont gagné Bâle à la maison. Voilà, c'est aussi d'autres émotions. Tu joues dans des grands stades, contre des équipes supérieures à toi. Malgré ça, ils doivent s'accrocher parce que, comme l'a dit Yohan Lonfa tout à l'heure, je pense qu'ils ont démontré de bonnes choses sur les 20-25 dernières minutes et c'est une équipe qui doit rien lâcher parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est peut-être pas à Berne qu'on vient chercher les points. On n'a perdu qu'une seule fois cette année et c'était, on peut presque dire un accident, c'était contre Lucerne où on a été presque un petit peu... on va pas dire arrogant, mais on a joué un petit peu en dessous de nos qualités. Et donc, c'est peut-être pas là que tu comptes les 3 points. Par contre, ils ont un programme maintenant avec Lucerne et Getse, des matchs qu'ils ont ratés lors du premier tour, où cette fois, ils ont un petit peu le couteau sous la gorge, mais quand t'es dernier, c'est comme ça. Et c'est là qu'il va falloir aller chercher cette 9e ou cette 8e place, mais son maintien, ouais, effectivement. Steve, j'ai invité les téléspectateurs à vous adresser leurs messages, à vous poser leurs questions. Alors, il y a beaucoup de félicitations, évidemment, sur votre parcours, sur le titre de Young Boys. Avant de parler de votre club, il y a une question qui revient, évidemment, et vous savez laquelle. Les téléspectateurs xamaxiens neuchâtelois demandent à quand un retour à Neuchâtel-Xamax. Je vous la pose tout de suite, puisque vous êtes vraiment plébiscité. Est-ce que ça fait partie des choses que vous avez en tête ? Des choses que j'ai en tête actuellement, pas, parce que c'est vrai que c'est difficile de se projeter au mois de juin, parce que s'il y a quelque chose qui doit se faire, ce sera au mois de juin. On a eu tellement de matchs, tellement ouais, on a joué tous les 3 jours, c'est dur de se projeter 3-4 mois après. Ce serait peut-être une belle chose d'une fois rentré à Neuchâtel. Il faut qu'il y ait plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et il y a mon état physique. J'aurai 36 ans en juin. Il y a la volonté de Neuchâtel, ma volonté personnelle aussi de voir ce que je veux. Je ne le sais pas encore actuellement, pour être honnête. Donc, on verra. Je suis Neuchâtel. Je suis un fan de Neuchâtel quand je ne joue pas contre Neuchâtel. Donc voilà, j'espère vraiment de tout cœur qu'ils vont réussir à se sauver cette année parce que j'ai des connaissances et des amis là-bas à l'heure actuelle. Donc j'espère vraiment, en tant que Neuchâtelois, que les Rouges et Noirs vont réussir
ce petit exploit, parce qu'aujourd'hui, ce serait un petit exploit de sauver. De se maintenir. Bon, comme ça, on aura répondu à la question principale, évidemment, de nos téléspectateurs. Maintenant, pour revenir sur Young Boys, sur votre club, tout le monde prédit un deuxième titre d'affilée, évidemment, pour vous. Tous les observateurs sont d'accord, sont unanimes. Comment est-ce que vous viviez ça dans le vestiaire? Est-ce que c'est une pression supplémentaire? Est-ce qu'on se sent, à un moment donné, un peu blasé? Non, on le vit bien parce que c'est agréable d'avoir 19 points d'avance. Hein. Je ne vous cache pas. Mais non, il y a beaucoup de choses qui sont... On l'a dit au début de saison. Nous, on veut faire le maximum pour défendre notre titre. Pour être honnête, on ne pensait pas avoir 19 points d'avance à Noël. Ça, c'est une certitude. Voilà, on a fait un premier tour de feu, comme on peut dire. Il y a un peu tout qui nous a réussi. On a pris cette confiance. Je crois que le match à Zagreb nous a donné un coup de boost encore. On a pris au niveau de la confiance, au niveau du groupe également. Se qualifier pour cette Champions League, ça a été quelque chose d'extraordinaire pour nous tous, pour le club, pour les joueurs, pour les fans, pour la ville. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Une expérience fantastique aussi, même si ça a été compliqué, mais on s'est frotté au tout meilleur. Donc on a vu qu'il y avait encore du travail. Donc malgré nos 19 points d'avance dans le championnat, on sait pourquoi on travaille, parce qu'on veut essayer de passer à la step supérieure, d'essayer de se développer sur le plan individuel, mais aussi en tant qu'équipe. Donc les points, on les laisse un petit peu de côté, on les prend volontiers, 19 points d'avance, mais on a des objectifs sur le plan collectif qui font qu'on a envie de... On ne regarde pas trop ces 19 points, on a envie de continuer de progresser. L'année passée, il y a eu ce titre de champion, un titre tant attendu, mais il a manqué quand même quelque chose, vous voyez de quoi je parle. Est-ce qu'une vraie victoire cette année ne serait-elle pas un doublé? Ah oui, en tous les cas, on a dit on voulait faire mieux. Donc, on est obligé de gagner la coupe cette année si on veut faire mieux, si on veut atteindre nos objectifs. Bien sûr, c'était une désillusion. Honnêtement, Zurich était plus près que nous. On a manqué d'influx, on était aussi un peu mentalement. Hein, on a eu tellement de... Ouais, c'était de la pression. Après 32 ans, tout le monde nous en parlait. On se disait, elle va arriver, mais elle n'est pas là. Puis au moment où on a atteint en plus, à la dernière minute, avec le but de Nsamé contre Lucerne. Donc là, il y a un petit peu tout dans les semaines qui suivent. Tu retombes un petit peu. Et tout d'un coup, tu dois reconstruire tout cet influx, toute cette concentration pour la coupe. Et on n'a pas été capable de mettre toute notre... On a mis toute l'énergie qui nous restait, mais il ne nous en restait pas assez pour battre ce FC Zurich-là. Donc, apprendre de nos erreurs. Cette année, ce sera un objectif. On doit d'abord aller se qualifier à Lucerne, ce qui n'est pas une chose facile au mois de mars. Certainement que ce ne sera pas Wembley là-bas, donc ça va être plus une bataille qu'un beau match de foot. Mais voilà, ce sera à nous d'aller chercher cette qualification pour les demi là-bas. Et ensuite, ces 2 derniers matchs pour atteindre ce qu'on a raté l'année passée, c'est-à-dire le doublé. Le doublé, c'est plus arrivé du côté de Young Boys depuis 1958. Ce serait un extraordinaire cadeau, effectivement, pour la ville et les supporters. S'agissant de la campagne de Champions League, Yohan Lonfa, vous qui l'avez suivi de près, maintenant qu'on a un petit peu plus de recul, parce qu'on s'est beaucoup enthousiasmé, notamment pour le dernier match, et puis pour des séquences, des demi-matchs qui étaient incroyables, où on se disait IB grandit match après match. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette campagne européenne? Et quel regard avez-vous posé sur ce parcours? On savait dès le départ que le groupe était extraordinairement difficile. Hein, donc je pense que Young Boys, qui était néophyte en la matière, a acquis forcément de l'expérience d'aller jouer dans ces grands stades, contre ces grands joueurs, avec l'enjeu qu'il y a, avec la pression. Donc il faut pouvoir gérer ça pour un joueur. Je pense que vraiment, ils vont s'en sortir plus matures. Hein, et donc, forcément, cette campagne européenne va appeler d'autres campagnes européenne, je pense, dès l'année prochaine. Donc, je pense que Young Boys a tout à gagner lors de ces matchs, même s'ils ont perdu 3 ou 4-0, certains matchs, ils ont acquis de l'expérience. Et pour tout joueur, de jouer contre des adversaires de ce calibre, c'est quelque chose de bénéfique pour la suite. Pour vous, Steve, en qualité de capitaine, précisément, quand vous allez serrer des mains à des Pogba, à des Chiellini, est-ce qu'il y a un sentiment encore plus extraordinaire que pour vos coéquipiers? Moi, c'est des joueurs que j'ai eu la chance aussi de rencontrer en équipe nationale. Donc, je crois que ce qui était assez extraordinaire, ici, on voit le premier match au Stade de Suisse, stade plein contre Manchester. On a fait une grosse première mi-temps. Tout le monde parlait de cette mi-temps-là, mais le match, ça dure 90 minutes. On a direct appris. Hein, on est rentré à la mi-temps. Ils avaient frappé 2 fois au but. On s'est regardé, on a dit, mais il me semble qu'on a fait tout juste, mais on était mené 2-0. Donc, là, on a pris une petite leçon. Ensuite, on est parti à Turin, où là, on en prend 3 ou 4, mais on peut en prendre 6, c'était la même chose. On a été complètement déclassés. Et voilà, ensuite, il y a eu le match de Valence. Tout le monde nous a dit, ouais, mais Valence, ça doit être faisable. Valence a fait 2-2 contre Barcelone hier soir. Donc oui, c'était faisable, mais
comme l'a dit Johan tout à l'heure, le groupe, on le connaissait. Nous, on avait Waro, Souleymani, et je crois Benito qui avait un match de Champions League. Donc pour nous tous, c'était quelque chose de nouveau. Mais je crois que malgré tout, on a vu une évolution. Bien sûr, il y a ce match fantastique de la Juve qui est au mois de décembre. Mais même au niveau des prestations, on a aussi fait un excellent match à Old Trafford. C'était pas le Manchester d'aujourd'hui, hein, parce que je pense que Manchester d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'autre. Mais quand même, c'est toutes des choses qui nous font progresser dans des stades contre des joueurs de classe mondiale. Et c'est des choses qu'on doit prendre avec nous dans notre quotidien, dans notre championnat suisse pour progresser en tant que joueur et en tant qu'équipe. Et pour nos jeunes joueurs, c'est des expériences extraordinaires et ça doit leur apporter un plus pour leur carrière future. Il y en a un de ces joueurs dans ces équipes adversaires qui vous a particulièrement ébloui, impressionné? On a eu Paolo Dybala qu'on connaissait, mais il nous a mis 3 buts. Il était un petit peu il était intenable. Mais un très très bon joueur aussi à Valence, Rodrigo, qui est très très intelligent. Après, on en sort un ou deux, mais c'est des effectifs qui ont 15 internationaux. Sur les 15, il y en a 14 de classe mondiale. Donc, ouais. Voilà. Une belle expérience. Malgré tout, on a fait 4 points. Oui, on a perdu à la dernière minute à Manchester. Donc, on a fait 4 points. Belle expérience. Sur le plan comptable, on aurait peut-être espéré à la fin quelque chose de mieux, mais on va pas non plus être trop gourmand. On va prendre ces 4 points. On tourne la page Champions League et on espère qu'il y aura une autre page Champions League qui va s'ouvrir pour Young Boys au mois de juillet prochain, août. C'est ce qu'on souhaite évidemment avec tout un pays derrière. Ça change quand même du championnat. Et avec ce nouvel entraîneur qui vous a rejoint, qui a remporté le titre de meilleur entraîneur de l'année 2018, d'abord avec Lucerne, puis avec IB, qui a seulement, je crois, 5 ans de plus que vous, hein, Gerardo Seoane. Vous qui avez été entraîné par des Lucien Favre, par des Alain Geiger, par des Claude Riff. Qu'est-ce que ça fait finalement? Est-ce que ça donne un rapport un peu particulier avec cet homme-là d'avoir si peu de différence? Oui, on a joué l'un contre l'autre aussi, c'est un petit peu bizarre. Bon, c'est un jeune entraîneur, je suis un vieux joueur, ouais, c'est vrai que 5 ans, c'est pas grand-chose, mais non, je crois que Gerardo Seoane a été très intelligent. Il n'est pas venu, il a tout voulu révolutionner, il a dit, voilà, les bases, c'est celles-là, elles sont bonnes, ce que vous avez avec Yves Hutter. Moi, j'aimerais changer ça, ça et ça. J'aimerais qu'on s'améliore dans ces secteurs de jeu-là. Et il a mis ses petits ingrédients à lui, et je trouve qu'il a plutôt fait de très bonne manière. Maintenant, l'équipe ressemble aussi de plus en plus à Gerardo Seoane et moins à Adi Hutter. On a progressé sur le plan défensif, on a progressé aussi, je pense, dans la maîtrise du jeu. Avant, on jouait très vertical. Dès qu'on la récupérait, on allait vers l'avant. Aujourd'hui, on est capable de gérer la balle, comme on l'a fait hier, par exemple, contre Neuchâtel Xamax lors de la première mi-temps. On est capable d'avoir cette gestion dans un match. Et ça, c'est les progrès qu'on fait sous l'ère Seoane. Donc voilà, un jeune entraîneur qui a un gros potentiel, une grosse envie d'apprendre et de partager également. Très intéressant de travailler, même à 35 ans, avec un entraîneur qui t'apprend encore des choses, même à 35 ans. Ouais, Johan, fulgurant début de carrière comme un premier entraîneur pour Gerardo Seoane. Oui, c'est vrai qu'il a fait surtout un parcours extraordinaire avec Lucerne. Hein. Il a redonné des couleurs à un Lucerne moribond. Et puis là, il surfe, c'est vrai, sur la vague du succès d'Adi Hutter. Mais encore faut-il aussi, quand on arrive derrière un entraîneur à succès, perpétuer ce succès. Je crois qu'aussi le vrai succès de Young Boys, la vraie réussite des Jaunes et Noirs, c'est la continuité. Parce que maintenant, il y a un groupe qui a été mis en place depuis 2 ou 3 ans qui évolue peu. On pouvait s'attendre à beaucoup de départs à l'intersaison, peut-être même ici à Noël. Or, il n'y a qu'à part Sanogo, on voit qu'il y a une remarquable stabilité. Ça montre aussi qu'on aime la maison Jaunes et Noirs. Et là, peut-être j'ai une question pour Steve. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression, oui, qu'on fait partie de cette maison Young Boys? J'ai l'impression qu'il y a un bien-être à l'intérieur de cette équipe, que l'équipe vit bien aussi au quotidien. Est-ce que, par exemple, vous faites des sorties fondues entre Il n'aime pas le fromage, Stephen Bergan. J'ai l'impression vraiment que c'est un groupe qui vit bien et puis que ça aide aussi à avoir des bons résultats sur le terrain. Oui, c'est juste. On vit très très bien ensemble. Je crois que c'est aussi une des bases du succès de Young Boys. Il y a déjà, je pense, au niveau supérieur, au niveau de nos directions, une certaine
certaine stabilité et tranquillité, ce qui amène la tranquillité à l'étage du dessous, donc dans notre staff, et encore à l'étage du dessous où nous joueurs sommes. Donc c'est un petit peu un tout. Après, dans l'équipe, on vit bien. Les joueurs n'ont pas forcément... Une anecdote, Sekou Sanogo, quand il a signé en Arabie Saoudite, m'a appelé, il pleurait au téléphone en me disant voilà, écoute, c'est dur pour moi aujourd'hui de partir, mais je dois le faire. Et c'est presque un déchirement, c'est une étape naturelle de vouloir s'en aller. Un Kevin Mbabou, il partira de Young Boys, il aura envie de faire le saut supplémentaire. Exactement, le saut supplémentaire, mais au bon moment. Et c'est des joueurs qui sont aussi conscients de ne pas faire n'importe quel saut, de ne pas partir de Young Boys pour aller dans un club bas de classement, dans un bon championnat, mais dans un bas de classement. Et ces joueurs qui savent qu'ils ont la confiance du club, qu'ils ont le soutien d'un club, de supporters, et qui vivent bien dans un groupe. Et quand tu as du plaisir à venir à l'entraînement, quand tu as du plaisir à t'entraîner, à vivre ensemble, alors on ne fait pas de soirée fondue parce qu'on mange beaucoup ensemble tous les 3 jours. On fait des soirées pâtes, mais non, mais on vit énormément ensemble. On a joué tous les 3 jours lors du premier tour. Donc, et ça aussi, je crois, c'est un succès. Quand tu es 25-30 joueurs compétiteurs qui veulent une place parce que tout le monde a envie de jouer la Champions League, tout le monde a envie de jouer le match important en championnat ou la qualification de Champions League. Après, il y a des choix qui sont faits, il y a des égos à gérer, il y a des frustrations, il y a des joies. Donc, et c'est plein de choses qui sont faites, un travail au quotidien qui doit être fait pour que chaque joueur se sente au mieux pour pouvoir livrer la prestation attendue au moment attendu. Et là, je crois que chacun prend ses responsabilités. On met un petit peu l'ego de côté, ce qui n'est pas toujours facile dans le milieu du foot. Et la priorité, c'est Young Boys. Il y a une ligne et je crois que chacun en est conscient chez nous. Il y a une saine émulation à l'intérieur du groupe, en tout cas, qui fait qu'on pousse le coéquipier à se dépasser. Et il y a une très bonne qualité, c'est aussi ça, parce que personne ne se sent sûr de jouer, parce que c'est vrai qu'on a de la qualité à tous les postes qui sont doublés, donc un grand avantage quand tu joues tous les 3 jours, mais après en camp d'entraînement, comme ça a été le cas maintenant, ou quand il faut avant de faire les choix pour le coach, il y a l'entraînement, ça y va, il y a de la qualité. Donc c'est clair que ça pousse chaque joueur à amener le maximum au quotidien. Et vous, Steve, en tant que capitaine, vous jouez aussi un rôle clé. On avait reçu sur ce plateau, juste après le titre de Young Boys, Kevin Mbabou et Jean-Pierre Nsamé qui ont parlé de vous. On va revoir cet extrait pour écouter ce qu'ils disaient à votre sujet. Bien, parce que... Un grand personnage pour tout le monde, c'est vraiment un très grand professionnel. C'est un très grand personnage dans le vestiaire, très très important. Et c'est vrai que c'est vraiment un exemple pour tous les jeunes dans l'équipe, même pour les un peu plus âgés, pardon. Il est toujours là pour ce qu'on veut. On veut discuter, quelque chose ne va pas, il est toujours là. Franchement, c'est le meilleur capitaine que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui. Quelle belle déclaration. Non, c'est vrai, franchement, j'ai eu plusieurs capitaines et c'est vraiment un des seuls capitaines que j'ai vu très présent pour l'équipe, qui se bat pour l'équipe. Et franchement, je l'oublierai pas. Des réactions, Steve? J'amènerai les croissants. Non, mais c'est magnifique quand même de se faire dire ça de la part de ses coéquipiers. Je ne sais pas si vous aviez vu cette émission. Non, je l'avais pas vu celle-là. Mais non, mais c'est gentil, très très gentil de la part de Kevin. Après, je prends mon rôle au sérieux. J'essaie d'être le plus sérieux possible, d'être disponible pour mes coéquipiers. Je pense qu'un capitaine, avant tout, ça doit être un meneur sur le terrain, mais aussi en dehors. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gestions d'émotions, des gestions d'hommes également, parce qu'on juge toujours le footballeur, mais à côté, il y a un homme, il y a des pères de famille, il y a des jeunes joueurs qui cherchent. Vous avez une petite formation psychologique à côté? Non, il faudrait, ce serait intéressant. Ce serait intéressant, ouais, de faire. Mais c'est quelque chose aussi avec l'expérience. J'ai vécu beaucoup de capitaines, beaucoup de clubs, des capitaines durs, d'autres plus sympas, donc on apprend un peu de chacun. Après, c'est pas non plus un rôle qu'il faut prendre trop au sérieux. Je me prends pas plus au sérieux que ça parce que je suis capitaine de Young Boys. Je crois que c'est aussi, on est tous un peu au même niveau. Et ensuite, un ou deux joueurs, Marco Velflig, Moiro et moi, qui sommes les joueurs un peu plus expérimentés et qui, de temps en temps, doivent un petit peu ne pas être d'accord ou faire un petit peu les ronchons, les sales têtes
On a de la peine à vous imaginer fâché, mais on va en reparler tout à l'heure parce que je vous ai concocté, Steve, un petit quiz spécial capitaine. Notifiez aussi que Jean-Pierre Nsamé, Steve Guillot et Jérôme Créta qui étaient sur ce plateau ont tous été dithyrambiques à votre sujet. On n'a gardé que l'extrait qui concernait Kevin Babou, mais tous étaient unanimes. Alors un petit quiz, messieurs. Johan, vous avez évidemment aussi le droit de participer. Jérôme pas, parce que je vous ai déjà donné les questions. Ce serait un petit peu de la triche. Alors on va commencer par un volet football facile pour se mettre en jambe, messieurs. Quel capitaine a emmené IB au titre de champion suisse en 86? Allez-y. Jean-Marie Cons. Jean-Marie Cons, évidemment. Jurassien. Ça date un petit peu. Est-ce que vous avez un rapport particulier avec cet homme-là? On a fait une interview, on s'est rencontrés l'année passée et c'était une belle rencontre. C'était sur deux romans qui ont... On avait gagné le titre, je crois, à ce moment-là à Berne, donc ça a été un beau moment, une belle rencontre. Ouais, on l'avait reçu sur ce plateau, on l'avait trouvé charmant aussi. Une très très belle personne et de voir un petit peu aussi la différence entre 86 et ce que nous on a vécu, c'est des belles histoires et c'est des belles choses qui restent. Notamment dans le look, hein, on voyait ces petits poils plus courts. Allez, les deux capitaines qui, en tant que joueurs et en tant qu'entraîneurs, ont gagné la Coupe du Monde. Attention, alors là, les deux capitaines en tant que joueur et entraîneur. Allez, il y en a un, c'est très récent. Deschamps. Voilà, vous avez fait le combo, Beckenbauer et Deschamps, absolument, c'est correct, messieurs. Troisième question, vous le savez évidemment, Michel Platini était le capitaine de l'équipe de France durant l'Euro 84. Mais où s'est déroulé l'Euro 84? France. En France, c'est juste, Johan Lonfa. Si vous aviez un an J'avais déjà seulement... un an, je m'en souviens pas. Votre premier souvenir de football, c'était quoi? Roberto Baggio, qui shoot par-dessus. Non, c'était peut-être pas mon premier souvenir, mais Baggio est resté gravé. J'ai aussi pleuré devant Manchester-Bayern, où ils ont tourné ça en 2 minutes. Et ça, c'est des petites choses qui restent en tant que... Alors que je suis fan du Borussia Dortmund, dû bien sûr à Stéphane Chapuisat. Hein, on était en tant que Suisse fan de Dortmund et fan de Stéphane. Et aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore, ouais, c'est un autre Avec chef scout. Mais c'est vrai, oui, tout à fait. Quel capitaine vous jouez aussi, vous, évidemment, chez vous, quel capitaine de l'équipe de Suisse des M17 a soulevé la Coupe du Monde au Nigeria en 2009? Rodriguez, non? Non, je pense le capitaine. Alors, Je précise que j'avais trouvé quand même. Hein, oui, c'est vrai, vous faites bien de... Le capitaine, C'était un défenseur central. Mais il joue avec Vesely et Chapuis, non? C'est ça, c'est Vesely, oui, absolument. Vesely. Titulaire indiscutable en Série A, formé au Team Vaux, passé par Manchester City et United, Lugano 2015-2016. C'est l'occasion de parler un petit peu avec vous, peut-être, Steve, de vos expériences nationales, avec ces 50 sélections. Vous aviez débuté dans la charnière centrale, je crois, avec Stéphane Grichting, c'est correct? Je suis rentré au stade de la Praille pour Patrick Muller, et je crois que c'était aux côtés de Stéphane, mais pour Patrick Muller. Et pour moi, ça a été plus qu'un honneur, parce que Patrick Muller a gagné, parce qu'il a toujours ces 7 ou 8 titres. C'était pour un jeune défenseur suisse plus qu'une référence. Et ouais, lui taper dans la main et rentrer pour Patrick Muller, c'est un moment qui m'est resté. Il y a un binôme qui vous a particulièrement inspiré. Quand on forme une charnière centrale, c'est quand même des postes particuliers, on est quand même comme ça. Oui, après, en équipe nationale, c'est un petit peu autre chose. Évidemment. J'ai partagé avec Djourou ou avec Stéphane des moments assez fantastique. Après, en club, je dis souvent, le joueur de qui j'ai le plus appris, mais avec lequel j'ai eu le moins de contact, c'était Julian Filipescu à Zurich, où on a décroché notre premier titre. Il était très, très dur avec moi. Mais c'était pour mon bien, à la fin. Mais j'ai remarqué seulement après que c'était pour mon bien. Sur le coup, c'est pas que je l'appréciais particulièrement, mais il m'a tellement appris. Je le regardais jouer, je regardais de temps en temps quand il me mettait Il aimait bien me casser de temps en temps, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai énormément appris. Ça vous a rendu plus dur? Plus dur, oui. 2 Coupes du Monde. Là aussi, c'était Afrique du Sud, Brésil. Un souvenir peut-être de l'une des deux, à part votre fracture et ce choc contre Giroud qui vous a fait rentrer plus tôt? Bien sûr, l'entrée contre l'Espagne à Durban où Philippe Senderos se blesse. Donc, ouais, tu rentres à 0-0. Je crois qu'à ce moment-là... Possession de balle, c'était 95-5 pour l'Espagne. Donc, ouais, tu te dis, là, il faut pas... En plus, à 0-0, il ne faut pas faire
Là, j'avais un peu de pression, là, je vous cache pas. Mais non, après, ça s'est bien passé. On a fait un exploit. Malheureusement, après, on est sorti. Mais ça a été aussi un tournant pour moi à ce moment-là sous le rituel, parce que c'est là que j'ai réussi un petit peu à prendre ma place et faire mon petit trou en équipe nationale. J'ai joué bien plus de matchs que j'aurais osé l'imaginer en étant jeune. Donc, des moments assez extraordinaires avec des joies comme ce match-là. Les qualifications également, je pense au match contre la Grèce où Stefan Grichting marque pour la qualification. Ça, c'est inoubliable en tant que joueur. Tu sais que tu as atteint quelque chose pour ton pays. Ensuite, il y a eu des moments plus compliqués avec la blessure contre la France. Après même pas 10 minutes, j'ai pris un coup de pied de Giroud. Un pied, un coude, on sait plus quoi. J'étais à l'hôpital, je me souviens. Je suis rentré à l'hôpital. Vous avez eu peur d'une fin de carrière à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai eu peur pour mon œil, parce qu'on m'a dit qu'il fallait absolument opérer, que ça pouvait être dangereux. J'ai eu la chance que le plancher orbital soit cassé qu'à 2 endroits et pas un seul endroit, donc ça a été une chance dans la malchance. Et ensuite, je suis revenu un petit peu trop vite, un petit peu compliqué avec des maux de tête, des choses comme ça. J'ai quand même voulu forcer, et j'ai fait un match après pas terrible contre l'Angleterre. Et depuis ce match-là, ensuite, ça a été plus compliqué pour moi sous l'ère Petkovic. Bon, ça fait quand même 50 sélections. On va continuer dans le quiz, cette fois-ci sans volley football, mais c'est toujours le quiz spécial capitaine. Messieurs, ce capitaine n'est pas de notre galaxie, mais on le connaît sous le nom de Capitaine Flamme. L'enfant est dans les starting blocks. Attention, Steve, il est en train de vous dépasser avec le nombre de points. Ça nous ramène évidemment à l'enfance. La passion du foot, ça vous a été transmis par qui? Côté de mon papa. Mon oncle a joué à Getse dans les jeunes, mon autre oncle au Lausanne Sport. Mon papa, lui, il était bon en 3e mi-temps. Voilà, c'est le côté Von Bergen, en fait, où ils sont tous, ce sont tous des grands fans de foot. Et voilà, j'ai hérité de ça. Question suivante. L'un des premiers comics Marvel, c'est le Capitaine. J'aurais dû mettre une petite musique de chrono. Je demande à Jérôme Créta, si vous ne savez pas. Le Capitaine... Non, je ne savais pas. Goldora? Non, Captain... Non, moi je ne sais plus la Oh réponse. non, les garçons! Captain America. Non, Captain Crochet, c'est trop facile. Ouais, non, Captain America. Ce qui me fait vous demander, Steve, peut-être par rapport à l'Amérique, à la MLS, quand on pense à Sekou Sanogo qui est parti en Arabie Saoudite, c'est quelque chose que vous pourriez faire, vous, partir comme ça? Non, plus maintenant. Non, à 35 ans. Moi, quand j'ai pris la décision de rentrer en Suisse, dans ma tête, c'était clair. À 30 ans, je voulais rentrer pour rentrer, pas pour repartir. J'ai vécu 6 ans à l'étranger, plus 2 à Zurich, c'était presque l'étranger quand j'y suis allé à 21 ans pour moi. Je parlais pas un mot d'allemand, donc c'était presque l'étranger au début. Non, c'était vraiment une décision qui a été prise et je suis jamais revenu là-dessus et ça n'a jamais été une envie particulière ou un thème pour moi. Qu'est-ce que vous retiendrez de ces années passées loin de chez vous? Beaucoup de choses. Le transfert à Berlin, ça a été, je suis arrivé presque dans une autre galaxie, là c'est le cas de le dire, parce que ça a été un immense choc. Hein. À Zurich, il y avait 2 journalistes à l'entraînement, là on en avait. Je suis arrivé à l'aéroport, c'était la folie, tout le monde. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe ici? Et ça a été un gros choc pour moi. Et j'ai eu la chance d'avoir Lucien Favre, bien entendu, hein, c'est lui qui m'a recruté. Durant ma carrière, je l'ai eu quasiment 6 ans, donc pour moi ça a été 4 ans, je l'ai eu, mais ça a été quelqu'un de très important dans ma carrière. Et, vous avez encore des contacts avec lui aujourd'hui? De temps en temps, on a encore des contacts. Et ensuite, en Italie, j'avais vraiment l'envie de partir en Italie. D'ailleurs, c'était après la Coupe du Monde en Afrique du Sud, où j'avais plus de contrat. Je suis parti à la Coupe du Monde sans contrat. Et c'était l'envie un petit peu de découvrir l'Italie, mais j'ai pas réussi à trouver un club qui me prenait directement. Et ensuite, j'ai eu la chance d'avoir Cesena. Alors pour être honnête, je ne savais pas où c'était sur la carte au début, mais c'était un club qui était monté. Et voilà, ils m'ont donné ma chance d'évoluer en Serie A. Et là, pour un défenseur, je pense que c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. J'ai énormément appris des férus de tactique, de travail, une mentalité de travail qui est assez folle et on apprend énormément. Ouais, le football italien. Allez, on enchaîne. Il me reste encore 1 ou 2 questions, messieurs, pour vous départager. Comment s'appelle le capitaine de la croisière s'amuse? Impossible. Vous l'avez pas? Impossible. Non. Ouais, je l'ai corsé un peu, ce quiz. Capitaine Stubbing, voilà. Qu'est-ce qui... Non, réponse chantée maintenant.
Steve Van Bergen, une préfère réponse perdre. chantée. L'ONFA, Van Bergen, débrouillez-vous. Je veux une réponse chantée. Comment était le capitaine chanté par le groupe Gold dans les années 80? Réponse chantée. Oui, capitaine abandonné. Oh, bah les filles. Ah oui, bravo. Le duo, je pensais pas vous entendre tous les deux. Merci beaucoup. Capitaine abandonné, formidable, magnifique souvenir. Et puis on va terminer peut-être avec un juron du capitaine Haddock. 1000 millions de billes Sabor. Ah voilà, easy. Bachi Johan, un Bouzouk. autre. Bachi Bouzouk, c'est bien, je vous avais sorti Tenez un aussi. peu quoi. Concentré de moule à gaufres. Voilà, pourquoi pas. Et juste la dernière question. Vous aviez dit que ça vous arrivait d'être un petit peu ronchon, puisqu'on parle du capitaine Haddock. Il est comment, Johan Van Bergen, quand il est fâché? Ça vous arrive de gueuler Oui. Johan Van Bergen, Ouais, ça va c'était bien, un moi, mix, hein, c'est bon. ouais. J'ai un C'est cousin- ce duo, je crois que vous avez le nom J'ai un du cousin groupe. qui s'appelle Johan, il sera content. Non, ça vous arrive de gueuler dans le vestiaire, sérieux? Oui, bien sûr. Oui. Non, je suis pas tout le temps en train de brailler, mais de temps en temps, je crois que ça fait partie de chaque vestiaire. De temps en temps, il faut un petit peu soit réveiller les troupes ou les remettre sur les bons rails. Et ça fait partie d'un job de capitaine. Mais je dois dire que cette année, je suis assez bien loti. Hein. J'ai pas beaucoup crié. C'est vrai, il n'y en a pas un de vos coéquipiers qui doit se faire reprendre régulièrement? Tirer les Balancer. oreilles, non, ça va, ils sont bien. Il balancera pas. Bon, parfait. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce quiz. Vous étiez brillants. Je pense que vous pouvez vous lancer sans autre dans une carrière musicale. Tous les deux, pourquoi pas. On va revenir à nos moutons et à la Super League, puisqu'il y avait un autre match qui se disputait tout de même cet après-midi dans le cadre de cette 19e journée. Votre supposé principal contradicteur qui se rendait chez l'avant-dernier grâce au père. Jérôme Créta, vous avez suivi cette rencontre pour nous. Et au vu du classement et des deux premières confrontations directes entre les deux formations l'automne dernier, eh bien, Bâle partait favori. On le rappelle, une victoire 4-2 et 3-1 face à Getse durant l'automne. Et de plus, eh bien, les Rhénans restaient sur 3 victoires alors que les Zurichois étaient eux sur 2 défaites. 19e minute de jeu, Van Wolfswinkel, je dirais qu'une fois, ça deviendra Ricky par la suite. Sur un centre de Zoufi, eh bien, il marque son premier but de cette partie en 2 temps après une parade de Linner. Et c'est d'ailleurs son 5e but en 6 matchs contre Getse. 7 minutes plus tard, un fait de jeu avec un deuxième carton pour Ayeti. On va le voir tout de suite. Ayeti, joueur de Getse, je le précise, qui reçoit donc un deuxième carton à cette 26e minute avec une faute sur Kevin Bua. Peut-être un jaune un tout petit peu sévère. Par contre, il y avait avant cela un premier carton jaune. Il avait eu lieu à la 3e et celui-ci par contre n'était pas sévère du tout. Il aurait même pu être directement de couleur rouge. C'est le premier carton rouge pour Ayeti en Super League et c'est d'ailleurs le jaune-rouge le plus rapide de l'histoire de la Super League. Donc après 26 minutes, ce qui n'arrange rien pour les hommes de Fink. On retrouve Zoufi au corner, un ballon récupéré au deuxième poteau par Bua, centre parfait pour Ricky, plus prompt que le défenseur Riner. Il s'agit à ce moment-là du 3e doublé de Van Wolfswinkel, je me mouille quand même, en Super League et de son 8e but. À ce moment-là, il revient à égalité du nombre de buts au classement des buteurs de Bâle avec Ayeti. 2-0, c'est le score à la mi-temps, 73e minute. On retrouve le FC Bâle. Absolument aucune occasion zurichoise durant cette partie. Avec un mouvement Petretas Stocker sur le flanc gauche, remise en retrait pour Ricky qui transforme pour la 3e fois de la journée. Il s'agit de son premier triplé en Super League et de son 9e but. Il passe donc en tête des buteurs du FC Bâle à ce moment-là. Mais comme on a créé un match dans le match, eh bien on va voir Ayeti, le joueur, l'attaquant du FC Bâle, revenir à la même hauteur que Van Wolfswinkel au classement des buteurs du FC Bâle. 4-0 à peine 3 minutes plus tard avec un centre de Widmer qui pour l'occasion devient le meilleur passeur du FC Bâle. Bon jaillissement au cœur de la défense centrale de Getse, donc de la part d'Ayeti, je le disais. 9e but, classement pour l'instant ex aequo donc entre les deux attaquants du FC Bâle. Johan, on a vu une classe biberon zurichoise un peu tendre aujourd'hui. Oui, une classe biberon, certes talentueuse, mais beaucoup trop tendre dans les zones de vérité. Manque d'expérience, manque d'agressivité défensive, notamment dans le marquage. On le voit hein, sur ces 4 buts. Il y a trop de largesse qui ont été données aux joueurs bâlois qui n'en demandaient pas tant. Donc, une victoire vraiment sans discussion pour les Bâlois.
Steve, le FC Bâle revient à 19 points de votre équipe. Est-ce que vous vous sentez un petit peu plus en danger que ce matin? Non, ils étaient à 19 points à Noël, ils le sont toujours. On sait qu'on a tout entre nos mains, donc voilà, on ne regarde pas trop ce qui se passe derrière, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le point positif, Getse par rapport à Neuchâtel-Xamax, Getse reste en bas, en tant que Neuchâtelois. Allez, on va écouter la réaction au micro d'Alain Rohrbach à l'issue de cette rencontre de Kevin Buat côté bâlois. Kevin, le FC Bâle retrouve le chemin de la victoire après cette longue pause. Ça fait du bien, on a senti vraiment une équipe bâloise sérieuse, concernée et qui était maître de quasiment tous les compartiments du jeu aujourd'hui. Ouais, c'était un match très sérieux de notre part aujourd'hui. On a fait une bonne préparation, donc c'est toujours un peu difficile les premiers matchs, on doit prendre la température, mais je pense qu'on s'est vraiment bien impliqué aujourd'hui. Voilà, le score reflète le sérieux qu'on a mis, mais aussi ça nous a arrangé qu'il soit à 10, mais voilà, on a bien fait les choses et puis on est récompensé aujourd'hui par les 3 points. On voit des joueurs fâchés de sortir du terrain, c'était votre cas, c'était le cas d'Aldo Kaloulou. Il y aura de la concurrence avec le retour des blessés, mais finalement c'est pour bonifier tout un ensemble. Exact. La concurrence est toujours bien, c'est clair qu'on veut, nous en tant que joueurs, on veut toujours plus, mais c'est vrai que les gars qui sont dans l'équipe, ils apportent tout autant que nous. Mais voilà, c'est une question de mentalité, je pense que c'est positif aujourd'hui, et puis voilà, je pense qu'on l'a bien démontré aujourd'hui. Une dernière question, quels sont les réels objectifs que vous vous êtes fixés en interne pour ce deuxième tour Young Boys est à 19 points, la Coupe de Suisse, qu'est-ce que vous êtes fixé comme objectif? Ouais, c'est vrai que 19 points c'est beaucoup, mais on lâche rien dans le foot. Aujourd'hui, on l'a démontré encore aujourd'hui. Voilà, là, il y a la Coupe aussi, mais le plus important c'est de prendre match après match, comme d'habitude on dit, mais c'est vrai, c'est vraiment ça. Et voilà, on verra d'après les futures performances ce qu'on va se fixer comme objectif à la fin. Et du côté de la formation de Thorsten Fink, c'est Djibril Diani qui est venu s'exprimer après le coup de sifflet final. Djibril, aujourd'hui, une défaite assez lourde, match compliqué. Vous l'avez vécu comment face à une équipe de Bâle très sérieuse? On prend un but assez tôt, on prend un petit carton rouge assez tôt et c'était compliqué, quoi. Ouais, c'était vraiment compliqué, on a souffert un peu et voilà. Maintenant, on va bien préparer le derby pour la semaine prochaine et voilà. Ouais, vous serez quand même abattus, il y avait beaucoup de jeunes joueurs dont vous faites partie, ça ne suffit pas face à une équipe aussi forte que le FC Bâle. Jeunes joueurs, après c'est un mot jeunes joueurs, mais voilà, ils étaient bien, on fait une bonne entame au départ. Puis comme je dis, on prend un rouge assez tôt, ce qui nous pénalise et voilà quoi. Un dernier mot sur les conditions de jeu, parce que c'est le seul terrain où on a pu jouer aujourd'hui. On ne vous a pas vu trop souvent glisser, ça avait l'air plutôt correct. Non, ça allait très bien et on a mis les bonnes chaussures et voilà. Ouais. Grasshopper qui devra remettre l'ouvrage sur le métier des deux mains, puisque la prochaine rencontre, ce sera le derby zurichois face à un FC Zurich qui voudra évidemment en découdre. Voilà pour ce qu'on pouvait dire des 2 rencontres seulement disputées ce week-end en Super League. Les 3 autres ont été repoussées, on vous le rappelle, pour cause de neige tombée en masse sur la Suisse ce week-end. On fait le point sur les résultats donc, et sur le classement provisoire, Jérôme. Avec la victoire, on l'a vu, des Young Boys face au Neuchâtel Xamax, c'était hier soir sur le score de 2-0. Aujourd'hui, l'unique résultat du jour avec la victoire très nette du FC Bâle sur le score de 4-0. Et vous le voyez, Lucerne-Sion renvoyé, on ne connaît pas encore la date de ce match. Par contre, Lugano FC Thun est fixé à mercredi 19h, alors que Saint-Gall contre le FCZ se jouera mercredi également, mais à 20h. Au niveau du classement, ça ne bouge pas puisqu'en fait ce sont les 4 équipes des extrémités, les 2 extrémités du classement qui ont joué. IB reste solidement en tête, toujours avec 19 points d'avance sur Bâle. Sion, bien sûr, est toujours 7e, il n'a pas joué. Et puis en queue de peloton, c'est toujours la même histoire, 4 points d'avance pour Grasshopper sur Neuchâtel Xamax. Merci Jérôme. Un sujet de saison à présent, puisque si certains matchs ce week-end ont été annulés à cause de la neige, d'autres se sont déroulés durant le mois de janvier volontairement sur de la glace. C'était à la montagne que de grands noms du ballon rond se sont retrouvés pour une compétition inofficielle. Reportage. Mais que font donc Stéphane Chapuisat, les frères Degen et Andy Egli réunis parmi d'autres ex-internationaux pour la photo? Ils forment l'équipe de Suisse prenant part à la 9e édition du championnat du monde de foot sur neige.
De nombreuses anciennes gloires du football se sont retrouvées à Arosa pour la QV 2019. Ouais, on est, je crois, à 1750 mètres d'altitude, donc après 2 sprints, il y a un peu le souffle. Et déjà qu'avec l'âge, ça devient plus difficile, là encore plus. Des adversaires de marque à affronter, les Pays-Bas, tenants du titre, l'Allemagne et une équipe All-Stars dont le contingent comptait notamment Mladen Petric et Ramon Vega. Des formations qui s'opposent dans des conditions particulières que nous décrit Andy Egli. Ça va très très vite, donc moi je suis dépendant des joueurs aussi un tout petit peu, qu'ils reviennent quand on a perdu la balle, qu'ils changent dans les moments cruciaux. Donc là il y a pas mal de défis pour l'entraîneur et je compte sur le soutien bien évidemment de mes joueurs. 3, 2, 1, Lofstad mit der 9. Schneefußball-Weltmeisterschaft. Menée 2-0 par les Néerlandais d'entrée de jeu, la Nati annonce la couleur en revenant au score grâce à 2 buts signés par un certain Hakan Yakin. On a pu mettre 2 attaquants après avec Hakan et puis Steph. Ça fait tout de suite un peu la différence. Normalement, on joue un peu tactique, surtout contre les Hollandais. Mais là, voilà, on a pu mettre 2 attaquants. Et puis, c'est vrai que c'est difficile de jouer tactiquement sur ces petits terrains, mais là, ça a bien marché. Oettinger, Bikel, Rama et les autres se sont hissés en finale face aux All-Stars. Une partie remportée par les hommes d'Andy Egli sur le score de 4-3 aux grandes dames de Ramon Vega. Malheureusement, contre la Suisse, je voulais gagner, franchement, comme ex-Suisse nationale, avec Chapissa, Marco Tiquet et tout ça. Ils sont tous ici. Un peu vieux, tu sais, un peu... on a mangé un peu plus, tu sais, c'est pas la même chose. Mais bon, c'est ça, je crois que de voir les vieux amis, tout ça, c'est le joli de Arosa. C'est en toute fin de match que Stéphane Chapuisat a permis à l'équipe de Suisse de décrocher son 3e titre de la compétition. Déjà joué avec Hakan à Grasshopper après en équipe suisse et je savais qu'il allait me la mettre au bon endroit et puis il fallait juste que je me concentre de bien prendre le ballon comme à l'époque. Fin de journée à Arosa, les champions sont célébrés. Ils seront de retour l'an prochain pour la 10e édition du Ice Snow Football. Johan Lonfa, vous n'étiez pas avec vos petits copains à Rosa? Non, mais je crois qu'il faut avoir une certaine carrure. Vous pouvez participer. Pas dans les... Non, il y avait Marco Tiquet, par exemple. Non, mais c'est pas quelque chose qui vous intéresse de retrouver les légendes? Comme l'a dit Ramon ou Stéphane, c'est aussi le fait de se retrouver en tant qu'ancien qui est très sympathique et dans ce genre de manifestation. Stephen Bergen, c'est quelque chose qui vous intéressera à la fin de votre carrière, de retrouver les copains, se remémorer des bons souvenirs, rigoler? Franchement, il y a pire. Oui, non, ça c'est sûr que c'est une belle, comme on l'a dit, certainement une très belle manifestation. Ensuite, bon, sur la glace, j'ai de la peine techniquement sur le normal, alors sur la glace. J'accompagnerai l'équipe, je fais le team manager, ça sera bien. Mais des conditions comme on a là, dans ce mois de février. Alors, Robert, on disait tout à l'heure dans son reportage que le 2e tour l'année prochaine allait commencer encore plus tôt, vers le 24 janvier. Franchement, c'est pas simple. Ça vous évoque quoi, votre âge avancé? Est-ce que c'est vous qui le dites? Non, on est content d'avoir le synthétique pour une fois. Janvier, février, on est toujours content de l'avoir. En été, c'est plus compliqué, mais là, c'est vrai, pour les conditions d'entraînement, on peut s'entraîner tous les jours sur notre terrain. On sait qu'on va jouer les matchs. Donc, après, on sait, en Suisse, c'est un petit peu compliqué, surtout janvier, février surtout. Donc voilà, c'est clair qu'à Saint-Gall et à Lucerne, souvent, le Tessin aussi de temps en temps, c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Précisément, absolument. À Lausanne aussi, la reprise n'a pas pu reprendre du côté de la Pontaise. En revanche, les Servétiens ont pu jouer. Jérôme, c'était hier après-midi face à Vaduz. Un Servette qui a profité des défaites de Ville et de Schaffhouse et des renvois des matchs de Lausanne et Winterthur. On parle là bien sûr de ces 4 concurrents directs. Une bonne manière de commencer cette année de 2019 pour les Grenats. Pour le coup, les Genevois ont eu un sérieux coup de pouce, on va le voir, de son adversaire de la Principauté, puisque à la 20e minute, le portier Andreas Hirtzel sort mal sur Koné. Monsieur Fenrich sort une première fois son carton rouge. Anthony Sautier, lui, se charge du reste avec ce coup franc bien botté au premier poteau, même si le nouveau gardien Justin Ospelt semble un peu large, peut-être pas encore assez chaud.
La deuxième expulsion tombe à la 75e minute. C'est cette fois le défenseur Sulungeuse qui intervient de manière fautive sur le même Koné. Et 10 minutes plus tard, on retrouve l'attaquant servétien, encore une fois décisif, avec un ballon en profondeur pour Stevanovic. Contrôle centre pour Dua, entré quelques secondes auparavant, qui n'a plus qu'à la mettre au fond. Score final 2-0. Johan, même si certains adversaires directs n'ont pas joué, Servette prend 3 longueurs supplémentaires d'avance. C'est quand même bon pour le moral. C'est bon pour le moral et après une grande pause, comme toutes les équipes l'ont eu, on ne sait jamais trop où on en est. Hein. Donc là, pour le coup, de remettre une victoire d'emblée de jeu, un peu comme Young Boys, ça fait du bien parce que de nouveau, on pose des jalons et on met la pression sur l'adversaire. Steve, les Grenats en Super League l'année prochaine, c'est votre pronostic ? Pronostic, je ne sais pas, mais ça ferait plaisir, surtout d'avoir une équipe romande en plus. Pour Alain Gaillère aussi, mon premier coach, j'ai Alex Alphonse avec qui j'ai joué à Zurich. Donc ce serait très très bien pour le football suisse et surtout pour le football genevois également. Après, il y a Haro, il va falloir faire attention à Haro, qui revient très très fort, qui sont renforcés, qui a un gros état d'esprit. Ils peuvent être dangereux. Il y a Lausanne qui est dans le coup. Et après, il y a des équipes comme Winterthur et Ville. Winterthur qui est malgré tout, aller jouer là-bas, c'est pas facile. Donc je pense que Winterthur a aussi ses cartes. Une Challenge League intéressante. Une formation de Winterthur qui n'a pas pu jouer aujourd'hui non plus à cause de la neige. On va récapituler ce qui s'est passé dans cette 19e journée de Braquemont-Sage Challenge League. 3 matchs de jouer sur 5, c'est déjà un petit peu mieux qu'en Super League avec le match de vendredi entre Haro et Ville et la victoire du FC Haro sur le score de 3-1. Chafouz-Chiasso 0-2, c'était samedi, de même que Servette contre Vaduz, le même score 2-0. Et puis vous le voyez, on ne connaît pas encore non plus les dates des matchs Lausanne-Kriens et Winterthur Rapperswil. Affaire à suivre. Au classement, Servette est donc premier avec 9 points d'avance, mais un match de plus de jouer que le FC Winterthur. Lausanne est toujours 3e. Et puis maintenant, c'est le SC Kriens qui ferme la marche puisque Chiasso a fait une bonne opération. Tandis que Haro est 5e. On rappellera quand même qu'ils avaient passé 10 journées à la place de Lanterne Rouge. C'est impressionnant comme remontée. Chaque semaine, Vincent Rigolet ressort les insolites, les cafouillages et les moments de grâce de la planète football. C'est le retour de What the Foot. « 2019, le What the Foot est toujours là avec son lot de bêtises et de boulettes. Surtout de boulettes. Le gardien de Livingstone nous montre tout son talent pour se coucher sur un ballon, enfin presque. Mais au moins lui, il a compris ce qui lui arrivait. Dédicace au gardien d'Erenveen pour son travail impeccable sur ce corner. Au lieu d'essayer de placer sa défense, il aurait mieux fait de balayer devant sa porte, parce que c'est sur sa droite que ça se passe. On reste sur les corners avec ce poteau qui a passé un mauvais moment sur ce centre de Kyle Walker. Mais le plus savoureux, c'est l'arbitre assistant qui pense qu'il va recoller tout ça à l'aide de son esprit. Et non, ça ne tient pas. Le sélectionneur de l'Iran, Carlos Queiroz, a eu un peu de mal à terminer ses phrases en conférence de presse. La faute a des annonces automatiques un peu taquines. Est-ce qu'on peut dire à la dame de Ster Ah, parfait. In summary, shut up. Lors de la SFL Award Night, Elodie Croza et Guillaume Moirot ont parlé légumineuses. Voilà, on a toujours cette petite carotte qu'on garde pour soi et qui nous donne la motivation au quotidien. Bon, merci Guillaume, on vous laisse aller au show et profiter de cette soirée. On vous souhaite de rentrer avec plein de carottes. C'est gentil, bonne soirée. Zoé Torinesi, qui animait la soirée, y allait de sa petite invitation. On imagine que c'était involontaire. Benjamin Cololi, voilà, tu viens chez moi, s'il te plaît. Toi, cette saison, tu as changé de Lausanne à Zurich. Maintenant, tu es déjà dans la Golden Eleven. Après, nous, on veut pas forcément se moquer. Donc, pour éviter de recevoir des mails de réclamation, on ne va pas commenter ce but tombé dans le championnat féminin anglais qui illustre la magie du football. Voilà, ça, c'était vraiment What the Foot, et c'est la fin. Non, effectivement, on ne va pas commenter. Merci beaucoup à Vincent Rigolet. Cette émission touche déjà à sa fin. Steve, votre contrat arrive à sa fin, lui aussi, au mois de juin du côté d'IB. On a compris que pour l'instant, les discussions ne sont pas encore en cours. Vous avez déjà mis le sujet sur le tapis ? On a mis le sujet sur le tapis, oui, bien sûr. Enfin, bien sûr. L'année passée, j'ai prolongé mon contrat au mois de mai. Avril, Mai même. Donc, ouais,
c'est pas quelque chose de très important pour l'instant. Pour être honnête, je sais pas de quoi mon avenir sera fait. Je sais pas si je vais continuer à Young Boys, changer de club, arrêter le foot. Venir comme consultant sur Téléclub. Je ne sais pas très loin, vous avez vu aujourd'hui que la route était courte. Je me laisse tout ouvert. Vous chantez avec Johan Lonfa. On peut faire un concert avec Johan. Bon, vous prenez match après match, on l'a compris. Le prochain, c'est le derby bernois contre Thun. C'est toujours un adversaire pas facile pour IB. Hein. Non, on les aime. C'est pas un adversaire qui nous réussit toujours, même si ces derniers temps, on a réussi à gagner là-bas, mais toujours très, très compliqué pour nous. Bon, on se réjouit de suivre ça. En tout cas, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. On vous souhaite une bonne suite de saison et puis on se réjouit de célébrer le titre. La question maintenant, c'est juste quand ? Merci. On Merci va attendre beaucoup. un petit peu. On a du travail encore devant nous. Merci beaucoup, Johan, d'avoir été des nôtres ce week-end. On vous souhaite une bonne semaine. Jérôme, merci à vous également. La suite du programme sur Téléclub, c'est de la Serie A, bien sûr, avec un studio dès 20h15. Roma AC Milan en compagnie de Jamel Mesbah, notre invité. La reprise de match après match, c'est lundi à 19h, avec notamment sur notre plateau Alexandre Pache. Il sera question du mercato, bien sûr, et puis de la reprise des championnats. Merci encore une fois à l'ensemble de la rédaction et à l'équipe technique pour la réalisation de cette émission. Elle était produite par Régis Bérécivil. Merci à vous d'avoir été des nôtres. On vous souhaite une douce soirée et une excellente reprise pour demain matin. À bientôt sur Téléclub. On vous embrasse. Salut.